Allez, salut tout le monde. On est vendredi pour terminer cette folle semaine. Donc pour les vacanciers, bah évidemment, ça n'a pas été non plus de tout repos. Euh, bon, on va dire que c'était plutôt dans la reprise de la semaine dernière. On va essayer de regarder un petit peu les implications que ça a pu donner en swing, voir si et selon quelles conditions je vais prendre ou non un trade over week. Euh, Étant donné qu'on ne règle aucun problème et on est dans cette phase-là où voilà, ça ne rebondit plus ou en tout cas très très timidement. Donc je pense qu'on est sur la phase du changement de paradigme. Euh, on n'est pas encore totalement dans le renversement du paradigme, mais je pense que cette prochaine étape ne devrait pas trop tarder. Euh, donc là, on s'installe bien durablement pour l'instant. Donc je commence toujours par le S&P 500. On va parler après plus en détail et on parlera des cryptos bien entendu. Ne vous inquiétez pas. C'est juste pour situer un peu le contexte de cette semaine. C'est là où s'est passé le plus de choses. Il s'est passé des trucs aussi sur les cryptos et on va en parler. Mais le S&P 500, c'est ce qui me semble le plus important par rapport à moi personnellement, mon exposition de portefeuille. Ce que j'aimerais bien, c'est effectivement qu'on reste par là et que la zone ici de tentative de manipulation de notre ami Trump ne soit que retestée et rendue baissière. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on vienne dire bonjour à ce canal de tendance, c'est-à-dire aujourd'hui au contexte 15 minutes, et que ça short. Et que là, si ça reshort ici, bon, on va dire là, ou si on vient chercher 61%, ça ne me choque pas. Mais j'aimerais bien, en fait, vous voyez, que de ce range, ça c'est donc la dumb zone, ok. J'aimerais bien qu'on aille rentrer dans la dumb zone et qu'on short et qu'on ressorte. Ça, c'est préparatif typique des breakouts. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a déjà retourné le canal de contexte. En gros, on revient juste de dire bonjour au canal de tendance. Ça résiste. Retour au contexte égale breakout à venir sur cette UT. En tout cas, fort risque de breakout sur cette UT-là. Donc un breakout horaire dans un marché horaire qui est déjà baissier. Donc là, on est déjà sur un marché horaire bear. Donc là, effectivement, ça deviendrait très intéressant, c'est-à-dire reprise baissière de ces mouvements en horaire qui risquent cette fois, je pense, d'installer des tendances en 4 heures. C'est-à-dire qu'en 4 heures, on n'a toujours pas eu de breakout baissier, toujours pas d'installation de tendance. Donc je pense que les zones 4 heures sont la zone sous les 2006. Et je pense que c'est cette zone-là qu'on va essayer d'aller viser, qui sont donc du coup les contextes daily. Commencez à comprendre qu'on dégrade petit à petit les éléments haussiers et que plus on va les dégrader, moins on va retracer, plus on va casser de support rapidement. Voilà, ce schéma dont je vous parlais la dernière fois, de ces rounding tops, ça s'écrabouille sur le sommet, et puis en fait, après, c'est la parabole dans le sens inverse. Je vais illustrer le propos. Comment on met déjà. Voilà, c'est les curves. Voilà, c'est de dire, en fait, votre marché, d'abord, il vous fait la fameuse parabole haussière, là, le coup du Trumpisme et de la surchauffe complète de l'économie américaine, mais bon, ils s'en sont pas trop rendus compte. Évidemment, quand ça monte, on préfère pas casser le momentum acheteur. Voilà. Ensuite, c'est ça. Alors là, évidemment, c'est la phase. En fait, je moyenne ici le marché. Allez, je vais le dézoomer, vous comprendrez mieux ce que je veux dire, histoire que ce soit bien clair. Voilà. Donc là, vous avez la phase gros n'importe quoi, hein. Donc là, vous voyez que la tendance accélère au lieu de donner et délivrer les gains, puis ralentir, comme un schéma normal. Donc là, vous avez bien le moment où ça part pas vraiment comme prévu. D'accord, ça a plutôt tendance à chercher à accélérer au lieu de se calmer, chose qu'on aurait dû faire normalement. Sauf que, évidemment, alors on va plutôt moyenner comme ça. Ah, bon, bref. Et enfin, vous avez compris le principe. Et là, c'est le moment où c'est l'inverse, c'est-à-dire que là, ça commence à se calmer sérieusement. Bon, il commence à me gonfler le. Voilà. Ça commence sérieusement à se calmer. Et on voit effectivement que bah, l'hésitation arrive. Et la grande question, c'est à partir de ça, bah, qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce que là, on repart sur ça? Bah, c'est possible, hein, je l'ai dit, c'est tout à fait possible. La prochaine vague sera encore plus parabolique que celle-là, si jamais elle doit être haussière. Bon, moi, ça me paraît compliqué, mais voilà. Et sinon, l'autre option, bah, c'est malheureusement la parabole, mais dans l'autre sens, à savoir, ici, on accélère, d'accord? Et le marché, d'abord, il freine, d'abord il essaye, il va retracer, et puis après ça retrace plus, et bim, c'est là où on s'écrase et où la fin en fait du mouvement est plutôt verticale. Un peu l'équivalent de ça, mais en encore plus rapide. Quand ça baisse, on va toujours très vite. Un peu ce genre de truc, voilà. Où là, vous prenez derrière 2-3 semaines de décrochage immense, et là où le marché, donc, pas capitule, mais en tout cas ne peut plus nier l'évidence. Voilà. Pour l'instant, on peut nier, il n'y a aucun problème. Il y a autant à bouffer pour les boules que pour les bears. Donc, il faut choisir un camp et trader quand c'est votre tour. Vous connaissez la schéma. Voilà, donc pour résumer la semaine à Wall Street, on va hop,
aller voir plutôt au niveau du cash, parce que moi c'est ça qui m'intéresse, parce que c'est ce qu'on a fait hier. En fait, ce qui est marrant ici, c'est que voilà, quand vous regardez le cash, vous comprenez vachement mieux ce qui se passe ici. Donc la semaine dernière, la tentative de rebond miraculeuse, le petit débordement ici au niveau du plus haut, c'est juste grâce à Trump, et ça n'a tenu que 2 secondes. Donc j'ai pas l'impression on n'a pas débordé le plus haut du chandelier hebdo précédent, et on revient en tester la base, alors que c'était un chandelier mèche basse. Donc soit c'est double bottom, ça me semble quand même assez peu probable. Alors, on ne va pas le nier non plus. Si le double bottom se met en place aujourd'hui, on risque de réouvrir avec un petit gap haussier, je pense, ce matin. Donc, on va voir. Si le gap haussier vient refermer le gap précédent, bon, bah attention, risque de double bottom. Ça veut dire que si derrière, on arrive à franchir la zone des 29,40, 59,50, c'est nouveau sommet historique immédiatement derrière. Ça, il n'y aura pas de questionnement à faire là-dessus. Est-ce qu'on va le faire moi, je pense pas. Enfin, je suis navré de vous le dire, mais techniquement parlant, tout invite à la cassure de celui-là de support, bien plus que l'inverse. Donc, pour l'instant, pour moi, Wall Street, c'est plutôt bear. Euh, Comment on va gérer ça? Est-ce qu'on revient tester les canaux de tendance ou est-ce qu'on meurt aujourd'hui à plat avant que le canal de tendance arrive? Attention à ne pas vous dire, dans un marché bear, il ne faut pas vous imaginer qu'on va forcément revenir chercher les résistances, tout comme dans un marché bull, on ne vient pas toujours chercher les supports pour repartir. Des fois, on repart juste en pétant les stops. C'est-à-dire que là, il y a peut-être des mecs qui ont acheté ici le buy de dip classique, sauf que vous voyez que ça buy pas trop de dip là, hein. Ça marche pas comme avant là. On est sérieusement calmé. Et je lui ai dit, pour moi, le truc qui a calmé tout le monde, c'est ça. C'est de dire, là, ça c'est la classique. En gros, buy de dip, on sait pas trop, mais en buy de dip. Ici, putain, Trump, génial, ils viennent nous sauver encore une fois. Oh putain, ça marche pas. Il y a comme un truc qui fonctionne plus comme avant. Donc là, forcément, le buy de dip, j'ai l'impression que les mecs, ils veulent plus trop. Bref. Donc, sur le S&P cash, je pense que ce gap peut être refermé, oui. Par contre, est-ce que derrière, il y a nécessité d'aller plus haut? Ça me paraît un peu compliqué. Est-ce que déjà on a besoin de refermer ce gap? Théoriquement, absolument pas. D'accord. Je vous rappelle que ce n'est pas un gap ouvert, c'est un gap de retour sous le plus bas du jour précédent, c'est-à-dire un gap en contre-pied. Là, ça montre la prise en main des vendeurs. Donc c'est normal qu'on soit revenu tester le support précédent. Normalement, on doit même le casser. Le momentum est baissier, il n'y a aucune raison ici de remonter, si ce n'est de gagner du temps. Donc c'est des ranges qui sont en phase de maturité. Si vous voulez les acheter, moi je peux le comprendre. D'accord. Dans ce cas-là, vous appliquez la stratégie de range. Maintenant, c'est pour ça aussi que je vous ai martelé le cerveau ces derniers jours pour vous faire comprendre que même si effectivement il y a tous les signaux de range, si vous vous amusez à acheter le bottom ici, vous ne le faites que si vous avez des ventes ici avec des volumes supérieurs. Parce que je vous ai dit, faites attention, c'est pas maintenant que le paradigme risque de changer qu'il faut vous mettre à acheter des creux. Hein, voilà. Donc je préfère vous dire, soyez sages. Si vous voulez acheter le range, bon, faites-le, c'est dans le cadre de la stratégie, il y a les signaux de range, on est bien à 76% de retracement, on est bien passé sous les contextes, il y avait bien des signaux divergents, maintenant il fallait avoir le cœur bien accroché pour acheter ici. Moi je vous dis honnêtement, j'ai pas vu la divergence, à ce moment-là j'étais surtout en train de me dire on va leur faire le bottom et ils vont pas le voir venir. Donc bon, fallait être chaud, pour l'instant ça aurait payé. Mais ah ben non, il n'y a même pas eu de confirmation. Donc non, ici vous n'aviez pas d'achat de range. Voilà, désolé, mais il n'y avait pas de trade de range. Donc moi je dis, on attend ici que effectivement ce faux achat ici se purge et derrière, normalement, reflux baissier et ainsi de suite. Donc vous avez compris mon plan en intraday sur le S&P 500. Donc je vous ai dit depuis hier, avant-hier, que je recherchais des renforts. Donc évidemment, voilà, déjà des structures de TP ici, on est toujours sous résistance, on arrive au canal de contexte. Très sincèrement, hein, voilà. Je vais shorter le S&P 500 aujourd'hui, c'est clair et net. Je ne sais pas encore trop où. Soit je vais shorter direct la résistance, soit je vais attendre un petit excès supplémentaire pour aller tester les moyennes ou voilà, ces zones de prix par exemple. Ça me paraîtrait pas mal. Donc rentrer dans la dumb zone, comme on a dit, rentrer là-dedans et sortir par le bas. C'est ça qui me plairait le plus, entre guillemets, en termes de schéma pour avoir un renfort sur Wall Street. Je vais tracer, ah bah voilà, je suis con, j'ai déjà ça, donc ça c'est plus la peine pour ma part. Ce qui va m'intéresser, c'est cette zone là. À partir de cette zone là, ça va m'intéresser. Je surveille, hein, j'ai pas dit que j'allais acheter, vendre immédiatement, je surveille, et si on repasse sous les supports, je prendrai probablement le trade en breakout. Les cryptos, pardon, donc j'aurais dû commencer par ça si je veux me faire taper sur les doigts. Alors, la semaine crypto, bah évidemment, c'est pas bien bandant. Donc, on attend toujours de trouver un bottom sur cette structure. Je pense que c'est pour dans pas longtemps. On est sur des niveaux FIBO, 76,4 de la dernière vague.
Je pense qu'on se garde le meilleur toujours pour la fin. Donc, est-ce qu'ici, on va revenir tester les overlaps possibles? Après, je vous rappelle que normalement, dans un schéma de ce type-là, où on vient chercher les overlaps, les deux vagues sont comparables en durée et en amplitude. Là, on n'est pas du tout sur ce type de schéma-là. Donc, c'est bizarre. Alors, soit, c'est toujours pareil, c'est qu'on est dans un range, mais pour moi, ça n'a pas de structure de tendance, ce truc. C'est vraiment ça qui me gêne le plus dans cette histoire. C'est que j'ai du mal à viser plus bas que ce qu'on fait actuellement parce que j'ai pas de structure baissière. Voilà, ça ne correspond pas pour moi à une phase de tendance. Rappelez-vous comment fonctionnent les cryptos. Elles fonctionnent toujours comme ça. Tac, tac, l'overlap et la vague 5, celle qui est étendue et qui va plus loin. Là, on aurait typiquement donc un schéma classique indiciel, à savoir la vague 3 est étendue, on fait un pullback et on fait une petite 5. C'est possible, voilà, c'est possible. Alors, soit on a un schéma ici de vagues motifs différentes, soit tout simplement vous en restez à la même conclusion que celle que moi je prends, à savoir c'est un range 4 heures et pour l'instant ça fonctionne très bien. À chaque fois qu'on tente de déborder les bornes en 4 heures, ça ne passe plus. Donc là ici théoriquement on aurait un range 4 heures mature, première borne, deuxième borne, troisième borne et on arrive proche de la quatrième. Pour l'instant on voit la structure, on connaît les creux, on connaît les résistances, d'accord, les sommets sont descendants. Est-ce qu'on va faire des creux ascendants ou descendants? C'est là la question. Donc là, votre range, vous ne pouvez pas le borner pour l'instant. Vous pouvez juste vous dire une chose, et moi c'est ce que je remarque immédiatement, on a échoué dans le contexte ici, d'accord? Dans, pas hors du contexte. Donc ici, vous pouvez spéculer sur du range baissier. Pour ceux qui sont les plus agressifs sur les mouvements vendeurs, ok? Il faut être chaud du slip, encore une fois. Moi, je pense qu'ici, vous avez quand même une gestion du risque à faire sur un risque de triangle, sur cette zone-là. Vous cherchez bien vos signaux, il y a déjà eu des TP. Moi, honnêtement, là, si vous étiez vendeur sur le... Si j'avais toujours ma putain de vente là-haut, si je ne me l'étais pas fait stopper, là, théoriquement, je prendrais un TP1. Je l'aurais probablement pris hier, de toute façon. Donc là, moi, je pense qu'ici, il faut sécuriser la position, au moins 25%, même pour les traders agressifs. Moi, je dirais même 50, franchement. Quitte à remettre éventuellement si ça dérouille. Il y a toujours les gaps et je vais aller regarder sur Bookmap si j'arrive à charger. Voilà. Bon, alors je peux pas charger plus d'historique pour l'instant, c'est rien, c'est normal, je les ai contactés chez Bookmap. C'est JDAX qui bosse sur son API. Bon, c'est pas grave. Donc là, on n'a pas l'historique d'évolution du carnet, mais bref, on voit bien là clairement ce que je pensais au final. Donc il y a une grosse demande 9000, 9100 et 8005 avec une petite poursuite éventuellement à 8000. Les demandes vendeuses, elles sont clairement très loin, c'est à 12 000 et 11 004, mais j'ai pas l'impression que ce soit très vieux en termes de demande. On va essayer du coup de voir ce que ça peut nous donner. Alors, on avait dit 9000, 9100, ok, donc c'est le précédent bottom, je ne pense pas clairement que ce soit une zone à travailler. Pour moi, ça c'est plutôt une zone au contraire à essayer de casser pour venir chercher, oui, la zone des 8005. Là où il y a les moyennes, là où il y a le plus bas, là où théoriquement on va retrouver le bas du canal. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Recommençons. Ah oui, ok, d'accord. Hop, lequel c'est? C'est celui-là, le bottom. Voilà. Hop. Donc voilà, ça nous mènerait donc vers cette zone-là. Tac, essayer de venir chercher la zone objectif là. D'accord. Alors là, ce que j'ai fait tout simplement, c'est un canal qui a une marge d'erreur. C'est de dire, voilà, dans cette zone-là, on est plutôt sur la recherche sur du bas de canal. Donc dans ce cas-là, on y va tout doux, ok, et ici, évidemment, on peut éventuellement rechercher des achats. En tout cas, pour les vendeurs, là, pour moi, ce sera sortie manifeste. En gros, clôture du gap et essayer de voir, une fois sous le gap, par là, si ça peut payer. La zone des 8000 m'intéresse beaucoup. Là, on voit qu'il y a un gros volume en attente. C'est cet ancien support. Maintenant, attention, si ici, ça ne paye pas, c'est sous le support qu'il faudra essayer d'acheter en clôture du deuxième gap, la fameuse zone des 7002. Le problème, c'est que les 7002, je ne les vois pas demander dans le carnet. Donc, soyez prudents. Moi, je dirais que, voilà, il faut éviter les ventes en dessous de 8005. Pour les achats, essayez entre 8005 et 8000. Et si jamais 8000, ça ne répond pas, c'est carrément sous les 7002 en clôture du gap qu'il faudra chercher. Maintenant, 7002, je ne vois toujours pas cette demande arriver dans les carnets. C'était ma précédente target. Je pense que
personne ne la voit. Donc si personne ne la voit, soit c'est qu'elle va émerger de manière très forte après le traitement de la zone des 8005, soit c'est que tout simplement elle n'existe pas. Et dans ce cas-là, vous voyez que c'est l'utilité du carnet. Moi, ce gap-là, je l'ai vu. Maintenant, si ça se trouve, le marché le considère comme fermé, sachant qu'il lui reste 200 $ à faire dessus. Voilà. Donc si ça se trouve, c'est juste moi qui vois ce truc-là, et apparemment pour l'instant, je suis plutôt le seul. Alors bon, c'est vrai que cette partie de gap, elle n'est pas non plus extrêmement dangereuse en soi, hein, mais pour moi, il y a toujours ici une portion du gap, hein, qui n'a pas été fermée, clairement. Maintenant, bon voilà, comme je dis, c'est un gap où on a réouvert sur le plus haut du chandelier précédent. Donc il y a une zone de gap, maintenant moi je vois pas, le marché la voit pas. Voilà. Donc je vais être sincère, elle est sur 61% de retracement. Je pense que c'est une zone qui devrait créer de la demande. Je ne vois pas cette demande. Voilà, donc peut-être qu'il n'y a pas de zone à 7002 et dans ce cas-là, 8000, 8005 me semblent être les niveaux à traiter au courant des prochaines semaines pour des swings. Je vous rappelle que là, je ne fais pas trop d'intraday sur ces émissions-là. La dominance BTC toujours en train de travailler sa résistance. Je pense qu'on est au bout, hein. On voit bien les schémas en impulsion haussière de 3 vagues. Donc je pense qu'ici c'est finito, hein. Maintenant on attend le moment où tout simplement BTC va se péter la gueule, plus que les autres devises. Voilà, donc là je vais aller à l'essentiel, d'accord. J'ai des ordres d'achat déjà positionnés dans le carnet sur l'Ethereum notamment. D'ailleurs je crois que c'est le seul. J'avais prévu de faire des Ripple, mais au final ça m'intéresse plus du tout. Donc, vu le prix de Ripple, là, voilà, c'est de dire, moi là, on va chercher des zones de prix que je ne veux pas voir. Je vous avais dit que si on cassait les plus bas, je ne voulais pas. On a cassé les plus bas sur Ripple, je n'achèterai plus jamais de Ripple. C'est peut-être bête, hein, peut-être que c'est le prix le plus intéressant pour choper des Ripple. Eh bien, pour ma part, ça ne m'intéresse plus. Par contre, l'Ethereum, ça, oui, oui, oui. Donc, les premières structures de TP arrivent sur les canaux de tendance. Là, je vous remonte quand même le schéma. Donc, en daily, hein, probablement, accumulation haussière en vue d'une phase de tendance. Quand je vous dis que pour moi, Ethereum, c'est quand même mini 530 derrière, et je pense qu'on pourra même aller à 900, c'est de dire, à ce stade-là, effectivement, la BTC Dominance, elle risque d'en prendre une petite claque, parce que je doute que le BTC, lui, soit capable de faire x3, x4. Sauf panicasse financière et tout le monde qui se met à acheter du Bitcoin. Mais voilà, j'en parlais hier avec quelqu'un et c'est vrai que pour moi, la seule chose qui peut ramener Bitcoin aujourd'hui sur une tendance haussière après la phase haussière complètement spéculative que j'ai vue les derniers mois, c'est tout simplement que quelque chose hors du contrôle, hors de gestion du risque, c'est-à-dire de l'aspect émotionnel, et donc de l'aspect émotionnel chez les retail, ça veut dire en gros, soit on se pète une vilaine baisse de marché et tout le monde se met à acheter des cryptos, et là dans ce cas-là effectivement on sortira des cadres techniques que moi je peux analyser, soit tout simplement on reste dans ces cadres techniques, et pour moi il n'y a rien qui peut permettre au Bitcoin de monter avant au moins plusieurs mois. Il faut digérer. Donc soit on forme le fameux triangle comme on a dit, mais on ne va pas rechercher le sommet du Bitcoin, on ne repasse pas les 14 000, ou alors on les passe pour aller chercher 16, 17 000 mes prochains TP, et on s'arrête là. Mais dans ce cas-là, voilà, ça fait plus 80% par rapport au prix actuel. Là où Ethereum peut nous faire sans aucun problème 530 voire 900, et dans ce cas-là, j'aime autant vous dire que lui, il va largement reprendre de la market cap sur Bitcoin, donc la dominance BTC risque de chuter. Bref, c'est un scénario, on est toujours pour l'instant à 70% de dominance BTC, on attend de former cette putain de résistance, et pour l'instant ça traîne encore du pied. Ethereum m'intéresse clairement, hein, je vous le cache pas, ça c'est clair. Maintenant, est-ce que c'est juste un premier achat avec gestion du risque? Je pense que ça va être le cas. Voilà. Je ne suis pas certain que le timing d'intervention soit immédiat, parce que je vois le schéma, voilà, 3 impulsions, et je me dis, aïe aïe aïe. Bon, donc ça sent la première vague d'impulsion, d'accord, d'une conso type ABC. Donc je me dis qu'on risque de faire ça, de venir échouer ici sur les contextes 4 heures, hein, d'accord, donc le canal de tendance là que vous voyez en daily, donc contexte 4 heures, et peut-être de revenir dans un second temps, venir chercher carrément la zone des 150, qui est très attractive. Mais dans tous les cas, comme on ne sait pas et que je m'en bats les couilles de tout ça, je pense qu'il y a un achat à faire par là. Dans ce cas-là, ce sera achat, sécurisation, et puis si ça revient chasser, dans ce cas-là, j'aurais déjà payé normalement mon stop à 120. Ok, c'est de dire, si j'achète par là, que je vends par là à 50%, je peux me financer un stop à 90 ou un truc comme ça. Enfin voilà, le mieux ce serait d'arriver à me financer sous ce support. Ce qui n'est pas certain non plus. Voilà, c'est-à-dire il faudrait être au minimum, je vais essayer de retrouver les prix, si je pouvais arriver à me financer un stop au moins sous les 100 $, de préférence 85, 87, là ce serait parfait. 90, ce serait bien.
Bon voilà, c'est pas garanti du tout. Ça veut dire qu'il faut réussir à générer quand même, bon, du coup, c'est 90 dollars de gain minimum. Donc ça fait que de 180, en sachant que je vais pas pouvoir attraper le bottom, hein, voilà. Mais après, moi, j'achète plus bas, hein, j'achète vers les 167. Donc disons que de 167 pour tirer jusqu'à 90, il me faudrait ouais, 70-80 dollars. Donc ça me ferait 80 dollars à tirer, ça me ferait du 250. Voilà, ça me ferait un 250, 260 à faire typiquement donc en deux impulsions haussières et après normalement éventuellement on recolle une impulsion baissière. Là où du coup Bitcoin pourrait nous faire son fameux triangle où Bitcoin entamer une deuxième phase de correction beaucoup plus sensible que la précédente. Voilà. Donc plein de scénarios, mais pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas d'urgence à appuyer sur le bouton des cryptos. Je sais que beaucoup de gens pensent que justement, comme la bulle s'était réactivée, c'était de nouveau l'euphorie, il faut appuyer sur les boutons, etc. Voilà, non, ça colle pas au contexte. Je rappelle, si on avait une bulle, on serait allé sur un sommet historique, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc il y en a beaucoup qui espèrent que ça va relancer du coup une nouvelle fois. Non, c'est mort. On a déjà cassé la parabole, les gars. Faut arrêter au bout d'un moment de penser que ça va relancer à chaque fois. Sortez-vous de la tronche, vos biais haussiers. Là, ça sent juste mauvais sur les cryptos. Et la question est juste de savoir jusqu'où on va aller sur Bitcoin. Sur Ethereum, pour moi, les zones, elles sont claires. Hein. 165, il y a une grosse zone de demande. Et en dessous, c'est 150, 140. Et pour Bitcoin, bah voilà, comme on a dit, si la zone des 8005, elle ne tient pas, peut-être qu'il y aura il y a une demande qui va se créer à 7002, mais pour l'instant, je ne la vois pas. S'il n'y a pas de demande qui se crée à 7002, après, c'est 5006, 5007. Et là, voilà, c'est de dire, si à ce stade-là, on se pète la tronche jusque-là, bon, moi, je pense que c'est tout à fait possible. Maintenant, la structure de prix ici ne le suggère pas. Bah voilà, on verra. C'est tout ce que j'ai à dire. Pour l'instant, c'est le momentum est plutôt baissier. Il est même sur des plus bas. Ouais, voilà, on est en train d'essayer de titiller des plus bas alors qu'on n'a pas encore cassé ses supports. Donc moi, je vous recommande encore un peu de prudence sur BTC. Mon feeling me dit ça pue le triangle. J'ai pas spécialement les structures de prix pour ce faire, donc je vous recommande d'être prudent. J'ai un triangle avec probabilité de sortie haussière, voilà ce que j'ai pour l'instant. Maintenant, comme je vous dis, même si on devait sortir par le haut de ce triangle en swing, je pense qu'on aura énormément de... Ah tiens, j'avais pas vu ça. Donc voilà, en daily, vous avez ici les deux triangles opposés, donc vous pouvez vous dire normalement que là, le range est matérialisable. Donc pour ma part, hein, c'est vraiment ce que je vous ai dit. C'est soit on se tape un canal comme ça, d'accord, soit on est en train de travailler ce canal-là, soit on est en train de travailler un futur triangle qui va se former comme ça. Et dans tous les cas, pour l'instant, vous ne pouvez pas savoir. Donc vous faites comme vous le sentez, hein, ça vous regarde, sont vos propres choix de trading. Mais voilà, moi personnellement, je vous donne mon ressenti. Mon ressenti, c'est pour l'instant, je pense au triangle, mais il va falloir trouver un support par là. Et si on ne trouve pas de support, c'est direction la zone basse. Et la zone basse peut tirer jusqu'à du 7002 sans problème. Mais je ne vois pas cette demande pour l'instant dans les carnets. Voilà. Le S&P 500, on en a parlé. Le gold, voilà. Donc, bah, vous voyez que waouh, le gold, ça lâche juste rien du tout. Je pense que la prochaine zone de TP va être faite normalement, je pense, en ligne droite. Donc, on attend encore toujours, pour ma part, de voir ce qui se passe pour Wall Street. Mais je pense qu'il y a un TP2 à faire par là-bas dans pas trop longtemps. Et je pense qu'on ne va pas consolider du tout avant d'y aller. Et je pense même qu'on pourra éventuellement même le déborder après 1570. C'est quand même une grosse zone. Donc il faut que vous restiez prudent. Je vais juste mettre mon alerte dessous. Voilà. Donc cette zone-là, pour moi, il y aura un nouveau TP à faire clairement sur le gold. Maintenant, pour l'instant, c'est bien orienté. Il n'y a personne qui se met en face et je ne vois pas de raison. Silver, la zone qu'on a identifiée, elle rejette que dalle. D'accord. Pour l'instant, même chose. On la travaille à plat. On travaille la target. Donc soit il y a un reverse parce que Wall Street se détend, je ne sais pas, peut-être. Soit tout simplement, ça enfile des perles et là, on va beaucoup, beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a même pas de résistance. Et dans ce cas-là, c'est des schémas hebdomadaires qui sont en cours. Et autrement dit, bah, la target daily qu'on voit ici est une target typique, d'accord, 1, 2. C'est juste une poursuite dans le breakout. C'est-à-dire que ce sont des objectifs à viser dans les cassures haussières. Mais si les cassures haussières se font en hebdomadaire, comme moi je pense que c'est le cas, normalement, même cette target-là, on va la déborder. Donc c'est de dire, théoriquement, le prochain objectif, ce serait 18 au lieu de 17,40. Et normalement, on débordera ça derrière avec un franchissement de résistance. Donc normalement, comme ici, on a une structure assimilable à un double bottom, d'accord, plus qu'un
un creux ascendant, là on a plutôt un double bottom sur la zone des 13, 14. Donc moi je dirais que la résistance majeure en hebdo, elle se trouve ici, vers les anciennes résistances. Donc à voir si c'est pas ça l'objectif du coup. Ici de breaker, d'accord. On voit bien ici l'accumulation, hein. Regardez les rejets au niveau du canal de tendance. Là on a bien accumulé sur l'UT daily et on break out le contexte hebdo. Alors il y a toujours des moyennes de prix baissières, ce qui m'invite quand même à être un petit peu plus prudent. Quoique je vous dis des conneries, ça y est, la moyenne est en train de se réorienter à l'achat. Voilà. Vous voyez là, la moyenne elle est plus haute que la précédente. Donc en fait, on a une moyenne acheteuse. Donc ouais, hein, franchement pour moi, Silver, c'est juste une fois qu'on franchit bien cette zone des 17,40, c'est 18 et après 18 c'est 20 et après 20 c'est encore au-dessus. Voilà. Mais déjà 20 ce sera pas mal. Moi je viserais guère plus pour l'instant. Sauf si ça se dégrade réellement. Le WTI, qu'est-ce que je vais en faire de celui-là? Je sais pas. Je sais pas. Franchement, c'est illisible. Comme je dis, alors typiquement, techniquement parlant, ça reste des ranges vendeurs. Et dans ce cas-là, si on peut essayer d'avoir un petit contexte vendeur là la semaine prochaine, pourquoi pas? Là, les contextes vont se réorienter à la baisse. On a déjà les moyennes orientées à la baisse, donc la semaine prochaine, vous allez probablement avoir un contexte ici. Okay, donc c'est de dire, si on peut revenir un petit coup par là, essayer peut-être de trouver un ordre vendeur au-dessus de cette résistance-là. Il faut que ce soit dans le contexte hein, pour un range vendeur. Donc normalement, ce serait de dire, une dernière fois, on vient dire bonjour au contexte, ça passe pas. Et au revoir, merci. Donc, ce serait de dire, hop, on vient ici, ça passe pas, et derrière, je tenterai peut-être une petite vente WTI. Après, je l'ai dit, voilà, ça me paraît compliqué. Celui qui m'intéresse le plus, moi, c'est l'eurodoll. Je veux qu'il arrive à trouver un support ici. Je comprends encore une fois pas du tout ce qu'on vient foutre là, mais bon, enfin, voilà. Celui-là, le jour où il va partir, encore une fois, il va plus s'arrêter. C'est pour moi, on est dans ce genre de marché-là hein, à la suite, c'est-à-dire, ça va enfiler des perles. Hein. Et on est sur des mouvements majeurs de Forex, hein, donc voilà, du 6 à 10% qui vont se faire en ligne droite, tout simplement, hein, comme toujours ce que je vous dis, hein, le FMI l'a bien vu. Bref, on attend le moment où la patate va partir, voilà, tout simplement. Donc moi, patience. Le GBP, pareil, ça a du mal, mais ça commence enfin, putain, à valider. Mais voilà, on va squeezer. Ce qui me casse les couilles, c'est-à-dire qu'évidemment, ça maintient le doute. Mais bon, squeezer dans un mouvement baissier, ça peut accélérer le mouvement bear, ça peut aussi dire, on est sur une target, toujours dans un range, on est allé chercher très loin, on est ici peut-être en train de former un double bottom hein, sur le GBP, ce qui me semblerait clairement pas impossible du tout, puisque je ne vois pas effectivement la moindre justification technique à aller plus bas. L'USD Yen, bon bah voilà, hein, ils ont beau essayer de sauver le jambon, j'ai plutôt l'impression qu'on va se faire le support la semaine prochaine. La UDNZD, putain, ça y est, c'est bon, c'est validé, enfin, nom de Dieu, ça a pris un temps fou. Je vous le montre, pardon, en mensuel. Voilà, donc ça y est, on arrive à casser le plus haut mensuel. Alors, pour l'instant, c'est timide, on n'a pas encore fini le mois, hein, mais on a réussi à trader au-dessus du mois précédent, qui était quand même une vilaine mèche haute. Qui a catalysé cette baisse-là, hein, mais en plus de ça, il y avait des rollovers, enfin bref, bon, c'était pas super excitant à trader ce mois-ci au début du mois. Donc en fait, si vous enlevez ici la mèche du rollover, vous dites bon, c'est pas trop moche, quoi. Et on remet directement d'ensuite en question le plus haut hebdomadaire d'une mèche haute. Donc ça, c'est très bien. La prochaine zone à venir trader, c'est cette zone-là, hein, donc la zone des 1,0606. Et normalement, pour moi, ici, une fois arrivé là, je pense qu'on sera bien, puisque cette fois, on va attaquer des résistances avec des creux ascendants. Et là, je pense qu'on va pouvoir espérer faire quelque chose en mensuel, hein, j'entends bien, et démarrer, si possible, un cycle haussier mensuel qui devrait, normalement, sans grande peine, pouvoir casser des putains de résistances. Donc, j'ai pas dit que c'était gagné sur la UDNZD, j'ai juste dit que c'est encore un peu trop tôt pour ma part pour placer des stop-loss. C'est-à-dire que j'ai les stop-loss ici sur les renforts que j'ai pris, j'ai pas encore les stop-loss de toute la stratégie ici, mais ça va pas tarder. J'attends qu'on franchisse une résistance pour le faire, parce que je connais le pote à UDNZD, si je m'amuse à foutre des stops sous les bottoms, ils peuvent aller péter ça sur un rollover, et j'ai quand même, comme je vous dis, un bon gros levier, donc ici il est hors de question que, voilà. Le yen, bon là c'est pareil, hein, il tente de retourner le machin. Pour l'instant, je vois difficilement comment on va s'empêcher d'affranchir la résistance alors qu'on a des creux ascendants, un momentum acheteur. Bref, normalement, ici, on casse. On a déjà fait le surachat ici sur le canal de tendance, le marché déborde. Donc normalement, ici, peu importe comment on se démerde, l'objectif, c'est de venir déborder
la résistance, donc normalement vous avez capté, hein, la plus grosse partie qui pondère le JXY, c'est l'USD-Yen, donc normalement USD-Yen en cassure de support me semble être le plus probable. Ça devrait normalement nous catalyser des grosses paniques sur NZD-Yen et sur CAD-Yen. C'est-à-dire que normalement CAD-Yen, même chose, hein, je pense qu'on va aller rechasser sous le bottom du début de l'année et tout de suite chercher les supports ici vers la zone des 76. Donc notez bien ces trucs-là. Moi je prends mes TP, hein, un TP partiel par là. Alors moi je le prends ici, c'est-à-dire entre cette zone-là. Alors je vais vous le marquer. Alors c'est partiel, on est bien d'accord, je ne prends pas de TP total, c'est juste que je pense qu'il y aura une petite zone de travail ici. C'est-à-dire qu'avant d'aller attaquer celui-là de bottom, je pense qu'on va d'abord travailler cette zone. C'est-à-dire ici, travailler, d'accord. Et s'il y a rebond, je revendrai plus haut, s'il n'y a pas rebond, je reprendrai la tendance après en cours, et j'irai dans ce cas-là chercher le canal de contexte, c'est-à-dire sous ce bottom et sous celui-là. Mais pour l'instant, dans un premier temps, je pense qu'il faut juste se contenter de viser les 76, 38, c'est-à-dire en fait des contextes daily. Et je pense que si vous êtes plus gourmand que ça risque surtout en fait de vous causer des petits problèmes. Voilà, donc moi je viserai cette zone, tac, ici, et là 76,34, je préfère m'arrêter, je viserai par là un TP au moins 25 à 50% au cas où. C'est quand même de très beaux objectifs. Et ça me paraît quand même assez intéressant de ne pas, surtout pas oublier, d'encaisser un petit peu ce gain de temps en temps. Maintenant, encore une fois, sous condition de signaux. Si on arrive ici, que j'ai rien du tout et que le yen part en sucette complète comme au début de l'année et qu'on va tout de suite enfiler les 75, je ne vais pas pleurer. Voilà, c'est de dire, je ne vais pas mettre des ordres conditionnels dans le marché. Ou peut-être un ordre, mais pour 20% de la position ou un truc comme ça. Par contre, là où je vais mettre un ordre, certainement, et à tous les coups, c'est là-dessous. C'est-à-dire que si on devait passer en mode ultra bascule, panique à bord, là, 72, pour moi, c'est du TP total. Hein. C'est de dire, là, dès qu'on bascule là-dessous, c'est TP total. Merci, au revoir. Et là, j'encaisse. Voilà. Donc ça, c'est des ordres que je mets dans le marché. Voilà. NZD-Yen, c'est la même chose. Hein. C'est de dire, là, pour moi, on dérouille. Il y a un support qui se trouve par là. Qui correspond à quoi? Ah oui, d'accord, c'est les 61% du range. Hop. Donc ici c'est TP1, TP2. Hein. Là c'est stratégie de range par excellence. Donc ici c'est TP1 et là c'est TP max. Voilà. Donc là vous le gérez comme vous le sentez. D'accord. Moi ici, pour moi, c'est parti ici pour installer la tendance. Donc NZD Yen, hein, comme d'hab, je me suis cassé les burnes à travailler toutes ces zones-là. Là. Ça paye aujourd'hui. Donc maintenant, il faut évidemment renforcer les positions. Il ne faut pas hésiter. Hein. Donc moi, c'est déjà bien renforcé. NZD Yen, je vais peut-être prendre un petit renfort de plus. Éventuellement. Qu'est-ce que j'ai pas couvert? Ah oui, General Electric. Alors ça, il faut qu'on en parle. Je n'étais pas supposé faire les actions, hein, mais voilà, GE se prend moins 10%. Vient chercher ici une zone que j'avais notée. Alors, j'ai pas dit que j'ai acheté, d'accord, hein, mais je me suis fait stopper l'achat précédent. Hein, donc à 8,50, on a ouvert direct sur mon stop. Donc le stop déclenché hier. J'attends de voir si ça stabilise par là. J'ai une target qui me permettra de gérer mon risque. Je ne sais pas comment ça va réagir ici. C'est-à-dire que soit ça, c'est un mouvement épidermique, et en fait, dans ce cas-là, je note deux timings très intéressants. Ça, c'est la publication des résultats. Ça, c'est la journée d'hier. Donc, qui catalyse la cassure de support, tous les doutes sur la guidance de GE, blablabla. Et de dire, j'ai l'impression que c'est les deux extrêmes. En gros, les résultats sont pas trop mauvais, mais le marché les vend. Tout le monde pense que la guidance est pourrie. Je pense que le marché va l'acheter. Et c'est de dire, je pense qu'il y a un point d'achat ici. Maintenant, je ne peux pas acheter une journée à moins 10. Donc je vais attendre que ça stabilise, attendre que les contextes ici se rejoignent éventuellement, et peut-être dans quelques semaines, peut-être début septembre, essayer de choper un achat de GE. Le même achat, hein, que j'ai pris et que je me suis fait stopper. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, j'ai acheté là, et je me suis fait stopper là. Bon, voilà, moi je jouais le range à plat, on vient choper le bas de range, on essaie d'accélérer sous le canal de tendance, je pense pas, enfin sous le canal de range, je pense que c'est une opportunité d'achat clairement, mais comme c'est trop épidermique, je préfère rester pour l'instant prudent. Donc voilà, juste au cas où le marché soit juste complètement bear, je n'ai plus que le buy and hold sur General Electric. Buy and hold, encore une fois, qui représente moins de 5% du capital. Donc si jamais je dois me faire arracher, General Electric, ça ne vaudra jamais zéro. Hein, ce sera au pire racheté. Mais vu la taille du conglomérat, j'aime autant te dire qu'il faut quand même être sacrément capitalisé pour acheter ça.
Bref, donc moi je pense pas que GE ce soit le carnage ou que ce soit tout ça, tout ça. Je pense tout simplement, encore une fois, que tout le monde vous fait penser ce même genre de merde et que en face de ça, ça achète et que bah évidemment, voilà, quand vous voyez les volumes exécutés ici sur cette zone-là, j'aime autant vous dire que ce volume-là, il est encore pas sorti et qu'il attend, je pense, comme moi, la zone des 15-16 et qu'il faut donc que vous soyez patient et que vous gériez vos putains de risques. C'est aussi simple que ça. Bref, donc pour acheter, j'attends de nouveau des signaux dans ces zones-là. Probablement des signaux horaires aux 4 heures. Pour l'instant, j'ai rien. Hein, on vient juste tester la zone support que j'avais identifiée. Et donc ça m'intéresse, mais avec confirmation nécessaire. Pour Boeing, ça travaille toujours, mais c'est tellement mal orienté que bon, bah, je leur souhaite bien du courage hein, pour arriver à sauver la mule. Puisque bah, là, malheureusement, voilà, quand vous dézoomez en daily, vous regardez, vous dites oh putain, putain, ça sent le breakout. Et quand je vous montre, bon, bah, voilà, déjà il est détecté. Donc ça sent le breakout détecté. C'est-à-dire que là, on accélère à travers les canaux de tendance et les canaux de contexte. En fait, Boeing, je vais devoir renforcer, moi, aujourd'hui. On a un objectif à 271 $ qui sera donc débordé et qui, très probablement, va nous ouvrir les 240 que je voulais traiter personnellement pour une première target et un TP2 encore plus bas, hein, je pense, probablement vers la zone des 190. Alors, c'est TP max, hein, là, il faut clairement pas viser plus loin que ça pour Boeing. D'accord. Sinon, vous êtes complètement fumé du bulbe si vous allez essayer de faire plus bas que ça. Pour moi, c'est là que la chanson s'arrête. Voilà. Donc là, je pense que Boeing, ça va faire partie. Hop, je vais le mettre tout de suite parce que ça, il faut que je me le note clairement. Alors, on va faire mieux que ça. Ah bah voilà, j'ai déjà des alertes. Donc 15h31. Ok. Voilà. Ça c'est fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je regarde. A priori c'est pas trop mal. Alors Cisco, putain, oui, elle. Voilà, hein, donc ça s'effondre comme Boeing. On va sur l'effondrement spéculatif. Ah, donc vous voyez, ça chute, chute vertigineuse. Rappelez-vous, hein, donc Cisco, c'est la valeur que je voulais vendre. Le problème, c'est que donc du coup hier, je l'ai raté, mais alors mais complet de chez complet, parce qu'évidemment, bah, ça gape. Hein, voilà. Et là, il fallait quand même être super chaud. Voilà. Bon, bref, je l'ai raté. Elle me fait chier parce que rappelez-vous, hein, elle m'a piqué un stop, Cisco, et j'aurais bien aimé lui foutre sa tarte. Donc voilà, là on va vers des effondrements spéculatifs sur des valeurs complètement arrachées. Donc voilà, hein, la parabole, la fin du rêve, ou en tout cas la fin assez probable du rêve. Ça sent très mauvais pour Cisco. Et la même chose, hein, premiers objectifs, c'est de casser des supports. Donc il y a encore beaucoup de marge à la baisse sur ce type de valeur. J'essaierai dans ce cas-là de choper le Dead Cat Bounce, probablement par là. Voilà, donc ici c'est Dead Cat Bounce. Malheureusement, je ne prends pas le trade en cours, hein, qu'on soit bien d'accord. Je pourrais parce qu'il y a encore des objectifs, mais il n'y a aucune gestion du risque. Donc là, malheureusement, voilà, pour moi c'est ça. Ça va être d'attendre ici un retour. Donc la formation du bottom de l'effondrement spéculatif. En gros, tout le monde se rend compte que oh merde, c'est pas haussier. Et puis évidemment, j'essaierai derrière de choper les ventes paniques sur rebond dès qu'elles arrivent. Cette fois, ah non, putain, on va faire les Bund. Alors voilà, donc là, on atteint des choses très dangereuses. Donc il n'y a plus de limite. Hein. Donc là, rappelez-vous, pour l'instant, le taux de dépôt est à 0,40. Alors la base, c'était de dire on va avoir 10 points de base de réduction en septembre, donc 0,50. Mais là, le marché est à 0,70. Donc là, c'est de dire on s'en fout, il n'y a plus de... Voilà, là on quitte la Terre, donc là en fait les Bunds sont aujourd'hui à un rendement tellement négatif que c'est à se demander comment c'est possible. Mais voilà, donc on va chercher la parabole. Donc là je pense qu'on va vers une crise de la dette en zone euro à nouveau. Je pense encore une fois que celle-là elle va être déflationniste. Donc faire très attention encore une fois à vos avoirs crédités. Donc évitez de vous endetter, sauf pour l'achat d'une résidence principale. Mais voilà,
là, soyez conscients aujourd'hui, donc que vu les taux de crédit, il n'y a que deux solutions pour se sortir de là. C'est soit une hyperinflation, mais on ne peut pas, puisqu'on a déjà des taux de crédit tellement bas qu'on n'ira pas plus bas. Donc, ça sent pour moi la crise déflationniste, c'est-à-dire la destruction de valeur et la destruction de crédit, purement et simplement. C'est-à-dire que derrière, tout ce qui a accumulé ce crédit va perdre de la valeur. Donc, vous n'avez qu'à regarder aujourd'hui quels sont les secteurs qui ont généré le plus de dettes au courant, on va dire, plutôt des dernières années, c'est-à-dire pas ce qui s'est produit ici. Là, la dette qui a été émise n'est pas trop dégueulasse. Pour moi, c'est dégueulasse à partir de 2015, dès qu'on passe sous les 1% en zone européenne, alors qu'il y avait toujours des risques assez importants. Donc voilà, pour moi, tout ce qui a été accumulé en crédit depuis 2014, et donc depuis les interventions de la BCE, c'est pour moi le moment où ça ne va plus du tout dans le pricing du crédit en Europe. Et donc je pense qu'on va chercher le crack. Donc comme je vous l'ai dit, hein, je garde toujours en ligne de fond une position sur le Bund parce que ce jour-là, le jour où ça va cracher, ça va être absolument horrible. Hein, c'est-à-dire qu'on va passer de taux négatifs à des taux proches de 3%, hein, qui sont la réalité en fait physique de la zone euro. Plutôt 2,5-3%. Donc le problème, c'est que voilà, quand vous passez des taux de crédit de moins 1% à 3%, ça recale toute la gestion du risque obligataire, c'est ce qu'on appelle un crack obligataire, de la destruction de crédit, et ça, c'est déflationniste. Donc, ça, c'est des défauts de crédit, hein, tout simplement, c'est de dire que là, il va y avoir des défauts, parce que tout simplement, la banque qui a émis des taux zéro, enfin des taux bas garantis, comment elle peut faire il n'y a pas 50 solutions. Donc, en fait, il faut détruire la valeur quelque part, et ça se détruira sur la valeur d'échange des biens. Moi, je vous le dis juste comme ça, hein, où est-ce qu'il y a le plus de crédit qui a été octroyé en Europe? C'est avant toute chose le crédit corporate et en seconde, directement derrière, le crédit immobilier. Et j'aime autant vous dire que le crédit immobilier, à mon avis, si vous détenez de l'immobilier locatif, moi je ne vous conseille pas, mais je préfère vous dire que c'est tous mes amis qui font ça, je leur ai dit qu'il valait mieux qu'ils revendent une partie de leurs biens avant que ce soit la même merde, parce que, encore une fois, si vous prenez de l'immobilier locatif avec donc du coup des taux d'intérêt qui vont exploser à tel point qu'en fait ça va vous bouffer la plupart de vos marges, vous allez devoir faire quoi? Vous allez devoir vendre parce que vous serez plus rentable, c'est-à-dire que vos loyers vont péniblement servir à payer vos crédits. Et que en plus de ça, comme on sera dans un contexte dégueulasse, c'est-à-dire que vous aurez plus une vision positive de l'avenir, mais plutôt négative, vous allez vouloir vous sortir de la merde, en tout cas c'est ce que la plupart des gens vont vouloir faire, ils vont donc vouloir vendre leurs biens, seulement comme personne n'aura de pognon, les prix vont chuter, et évidemment ce sera à qui veut bien vendre et à quel prix, et évidemment vous verrez que ça fait baisser les prix de l'immobilier très très vite. Il y aura aussi très peu de transactions, hein, c'est-à-dire qu'évidemment les gens qui vendent, c'est parce qu'ils ont le couteau à la gorge. Mais moi, c'est à ce moment-là que j'achèterai de l'immobilier. Quand les gens auront le couteau sous la gorge, j'achèterai les pertes, hein, classiques. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Pour moi, ça sent la crise de liquidité en zone européenne, la destruction de crédit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Garder des liquidités pour être là, pour acheter les pertes des autres quand ils auront fait leurs bêtises. Bref, moi je maintiens, c'est le schéma que j'ai fait et l'orientation de mon portefeuille que j'ai fait depuis déjà plus de 2 ans. Acheter des actifs liquides et à la valeur qui ne perd pas et qui ne perdent pas de valeur même en phase de récession, donc des types gold, des trucs comme ça, ou des liquidités immédiatement disponibles. Et puis tout simplement derrière j'attends que ceux qui ont pris des mauvaises décisions se prennent le revers de la médaille et puis je serai là pour méchamment les sortir de leur galère, mais avec un joli profit, évidemment. Donc, moi, ça reste mon schéma. Alors, je suis désolé, certains diront que je suis un rapace. Moi, je pense que je fais juste mon travail. Mon travail, c'est juste de dire que, voilà, je dois définir le prix des choses. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne valent pas du tout leur prix. Alors, voilà, ceux qui les ont achetés, c'est leur problème. Je ne les ai pas forcés à acheter. Mais quand ils voudront vendre, je serai la personne en face. Voilà. Donc soyez sages, mais on termine sur ça. Bon, c'est pas la note la plus glorieuse que j'aurais pu vous faire, mais les Bunds à moins 0,70, voilà, c'est très sincèrement typique donc d'une dérive sur le crédit, et ça sent une vilaine crise à venir. Je sais pas quand, encore une fois. Moi, mes Bunds sont à expiration 15 septembre. Est-ce qu'on tiendra jusqu'au 15 septembre? J'ai quelques doutes, étant donné l'orientation de la bourse actuelle. Donc, c'est de dire, si on se prend le cataclysme financier
Alors quand je parle de cataclysme, je parle juste de baisse de marché en fait, hein. Donc il suffit que le marché baisse un peu là et vous verrez très très vite que l'obligataire va se faire déchirer la gueule. Pour l'instant, tout le monde est short sur les taux en Europe, donc long Bund. Le problème, c'est que c'est le problème du schéma de Ponzi, hein. C'est-à-dire que là, dès qu'il y aura prise de profit, c'est-à-dire que comme tout le monde est long Bund, d'accord, dès que là, les gens vont demander les profits, c'est l'effondrement spéculatif, hein. C'est comme je l'ai dit, c'est toujours le problème. Là, on monte sans volume parce que tout le monde laisse filer ses positions. On ne sait pas où on va, on ne sait pas pourquoi on y va. On ne cherche pas à justifier, on reste dans les positions puisqu'elles montent. Quand les prises de profit arrivent, il n'y a plus d'acheteurs, ça s'effondre. Donc, un effondrement sur le crédit, c'est immédiatement des défauts qui arrivent derrière. Donc, soyez prudents, dites-vous que pour l'instant, on n'est pas en train de chercher du rationnel, on est juste en train d'essayer d'aller de voir jusqu'où on peut aller dans l'irrationnel. Le Bund est le produit typique pour ça, il est très demandé, très peu liquide, et tout le monde pense que c'est safe et que voilà, hein. Donc tout le monde s'imagine un nouveau QE qui arrive, donc la BCE qui va devoir racheter des Bunds dans un marché qui en distille très peu. Bref, tout le monde se dit, je veux du Bund parce que c'est génial, ça tombera jamais, tout va bien se passer, et la BCE est derrière en cas de problème. Bon courage, mes chers amis. Moi, je sais comment ces paradigmes-là terminent, et évidemment, je veux être là le jour où ça se pète la gueule. Donc, pour l'instant, je reste patient. Je garde toujours, comme je vous dis, une exposition au Bund. Là, je mets stop, mais c'est des alertes, hein. Je n'ai jamais dit que je stoppais le Bund. Alors, je me suis fait stopper les positions que j'avais, mais j'en ai une encore qui est en fond de portefeuille. Parce que tout simplement, en l'espace de 2-3 jours, on peut se retrouver à 156, évidemment. Donc, toute petite position, là, qu'on soit d'accord, c'est une position sans stop, face à une bulle. Donc, pour l'instant, voilà, sans stop, mais par contre, elle a une fin, hein. Je dis, la fin, c'est le 15 septembre. Donc, quoi qu'il arrive, si 15 septembre, on n'a pas chuté avant les expirations, eh ben, bravo à ceux qui auront joué les achats. Vous aurez réussi à vous en sortir. C'est un peu la magie, en fait, des marchés à terme. Le problème, c'est que on va voir si ça tient jusque-là. Parce que c'est aussi un double tranchant, un marché à terme. Ça veut dire que comme tout le monde qui détient pas ceux qui détiennent les obligations, hein, d'accord, ceux qui détiennent les contrats futurs sur les Bunds, tous ceux qui s'amusent à jouer dessus sur les expirations, si ça commence à couiner avant l'expiration, même si c'est une semaine avant, tout le monde va voir que les prix vont pas remonter. Et ça risque d'être un petit peu piquant. Donc voilà. Faire attention, moi je vois un étau qui se met en place avec l'expiration. Est-ce que ça va attendre l'expiration pour cracher? C'est possible. Par contre, à moins 0,70 pour des Bunds, je suis navré de vous le dire, mais la fin derrière, elle n'est pas très joyeuse. On va terminer là-dessus, hein. Je vais juste vous montrer, donc comme d'hab, on va faire le comparatif avec le taux à 10 ans japonais. C'est JY 10 year. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, pardon. Ah non, JP 10 year. Merde, c'est pas vrai ça. Bon, on va revenir et compare JP 10. Merci. Voilà, donc. Voilà, je vous montre, hein, donc le taux japonais face au taux allemand. Hein, donc là, aujourd'hui, le taux allemand, leader incontesté du taux négatif, c'est le number one, hein, ça n'est jamais arrivé. Donc voilà, une économie. Alors certes, on est dans des schémas différents, hein, c'est-à-dire que là, on est quand même sur une économie qui émet très peu de dettes. D'accord. Donc effectivement, ici, on peut faire joujou. Mais encore une fois, le problème ici, c'est qu'on prend un actif très peu liquide et on fait une énorme spéculation sur un schéma de Ponzi dessus. Donc là, il faut faire très très attention, encore une fois, c'est des schémas qui s'effondrent sur eux-mêmes. Et là, malheureusement, je pense que c'est l'Allemagne qui va nous créer une crise, la prochaine crise en zone européenne, et non pas l'Italie, et non pas l'Espagne, et non pas... Voilà. Donc, faire attention, là, il y a un gros problème de dette qui arrive en Europe. Je ne sais pas quand, hein, ça, encore une fois, ça peut prendre du temps. Hein, il n'y a pas de, je dis, il n'y a pas de limite à l'irrationalité. On peut très bien être qu'à ce stade-là d'un mouvement qui prendra encore 1 mois et demi ou 2 mois à arriver à sa maturité. D'accord. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça, cette fois, ça finira très mal. La dernière fois qu'on a fait joujou, c'était ici, et on était venu chercher la limite du taux négatif. Là, aujourd'hui, on ne sait pas où on va. On est en taux négatif. On est le taux le plus négatif jamais fait sur des obligations à 10 ans. Donc, on est dans un territoire inconnu, dans un schéma parabolique, avec des gens qui ne savent pas ce qu'ils font, qui ne savent pas ce qu'ils visent, mais qui pensent que tout va bien se passer. Voilà.
moi je vois de l'argent à faire tout de suite. Maintenant, il faut faire ça avec une gestion du risque et il faut être très patient. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée et je vous invite encore une fois à de la prudence sur vos orientations de portefeuille et surtout, donc comme je vous dis, faites très très attention à la dette. Aujourd'hui, tout le monde vous dit mais c'est le moment d'emprunter, allez-y, achetez des maisons, achetez des machins. N'oubliez pas qu'une résidence principale, pas trop de soucis, même si bon, bah, vous perdrez probablement de la valeur sur le bien, mais si vous envisagez d'habiter dedans pendant 20-30 ans, ce sera largement absorbé par l'inflation d'ici là. Donc, si vous voulez acheter une résidence principale, aucun problème. Par contre, si vous faites de l'immobilier locatif, je vous invite juste à réfléchir un petit peu aux conséquences potentielles de ce que je vous ai annoncé.